Il existe un immeuble à Manhattan où un appartement coûte 95 millions de dollars, où Jennifer Lopez a payé 15 300 000 dollars pour 3 chambres, où un cher saoudien a mis en vente son penthouse pour 169 millions de dollars, puis l'a baissé à 105 millions de dollars parce que personne ne voulait l'acheter. 432 Park Avenue, 142 unités vendues, près de 3 000 dollars de vente totale. Parmi ces acheteurs, au moins 47 étaient des multimillionnaires disposant d'un patrimoine supérieur à 100 millions de dollars. Mais il y avait un petit détail qui ne figurait pas dans la brochure en marbre italien et les rendus architecturaux. L'immeuble se fissure. Depuis 2017, infiltration d'eau, explosions électriques, vibrations si violentes que certains résidents ont déménagé pendant 19 mois d'affilée. Un procès en 2025 a documenté 1893 défauts structurels dans un bâtiment qui n'a qu'une décennie d'existence. Et voici le rebondissement impossible à justifier. Nous ne sommes pas face à une tour qui a lésiné sur les matériaux. Au contraire, le 432 Park Avenue a été construit avec un système de béton armé à très haute résistance conçu spécifiquement pour ce projet. Des poutres en acier de 6 pieds de profondeur. Un noyau central en béton armé qui s'élève sur les 426 mètres complets. Plus de 40 000 mètres cubes de béton coulé pour soutenir 104 étages habitables. Et pourtant, la tour se fissure. Le 432 Park Avenue ne repose pas sur un terrain meuble. Manhattan, à cette hauteur de Park Avenue, repose sur du schiste de Manhattan, une roche métamorphique solide qui soutient des gratte-ciel depuis plus d'un siècle. L'Empire State Building se trouve sur la même formation géologique. Le Chrysler également. Aucun des deux n'a ce problème. Le problème du 432 Park n'est pas en dessous. Il réside dans la proportion même de l'immeuble. 1396 pieds de hauteur, 93 pieds de largeur. Cela représente un rapport d'élancement de 15 pour 1. Pour mettre cela en perspective, l'Empire State a un rapport de 7 pour 1. Le Chrysler, 9 pour 1. La Tour Eiffel, conçue comme structure métallique exposée au vent, a un rapport de 12 pour 1. Le 432 Park Avenue est plus élancé que la Tour Eiffel, mais fait de béton massif et non d'acier réticulé. Lorsque le vent frappe une tour ainsi proportionnée, il ne fait pas que la pousser. Il la tord. Il la fait vibrer. Et lorsqu'un bâtiment vibre, tout ce qui est attaché à sa structure, façade, fenêtres, tuyauterie, se met également à bouger. Ce processus s'appelle la dérive latérale. Ce n'est pas un défaut de construction, c'est de la physique pure. Un crayon debout sur sa pointe sur une table tremble au moindre contact. Une tour de béton de 426 mètres de haut, exposée à des vents pouvant atteindre 160 km/h au sommet, se comporte de la même manière. Les modèles informatiques peuvent prédire l'amplitude des déplacements de la structure. Mais le béton, ce matériau qui semble éternel lorsqu'on le regarde dans une colonne, a un problème lorsqu'on l'étire et le comprime des milliers de fois par an pendant des décennies. Il se fissure. New York a connu entre 2010 et 2020 le boom de construction de supertours résidentielles le plus agressif de son histoire. En moins d'une décennie, Midtown s'est rempli d'aiguilles de luxe pointant vers le ciel. One 57, 111 West 57e, Central Park Tower, 220 Central Park South. Marques associées, Armani, Porsche, Bentley, Waldorf Astoria. Et dans ce catalogue d'ambition architecturale, le 432 Park Avenue a occupé une place singulière, non seulement par sa hauteur, par son matériau exposé, béton blanc sans revêtement, sans pierre calcaire par-dessus, sans panneaux de verre couvrant la structure. Le béton lui-même, brut, blanc, exposé aux intempéries, comme unique façade. Un pari esthétique qui n'avait jamais été testé à cette échelle dans ce climat. Une enquête du New York Times en 2025 a révélé qu'en 2012, avant qu'un seul mètre cube de béton ne soit coulé dans la façade, Jim Hare, directeur du cabinet de l'architecte Raphaël Vignoli, avait envoyé un courriel au promoteur. Le texte disait « Vous vous engagez sur un chemin dangereux et glissant qui mènera à des défaillances et à des procès. » Le courriel a été lu, archivé. La construction a continué. Sylvian Marcus, ingénieur chez WSP Cantor Seynouk, le cabinet structurel du projet, a résumé le dilemme en 3 mots. Couleur ou fissure. Soit le béton avait un aspect blanc parfait, soit il résistait aux charges sans se fissurer. Il n'y avait pas de troisième option. Ils ont choisi la couleur. L'avertissement était là. L'horizon continuait de s'élever. En 2011, les promoteurs ont choisi un ciment Portland blanc spécial. Le mélange a été conçu pour minimiser la quantité d'eau dans le béton. Moins d'eau signifiait moins de pores. Moins de pores, moins de taches. L'objectif était esthétique. Un blanc pur sous le soleil de Manhattan. Mais le béton avec moins d'eau est plus fragile sous tension. Et dans une tour d'un rapport d'élancement de 1 à 15, soumise à des vents constants, la tension est l'ennemi numéro 1. Les tests sur maquette réalisés avant la construction montraient déjà des fissures.
Des blocs d'essai fabriqués avec le mélange blanc se fracturaient sous des charges simulées équivalentes à celles que le véritable bâtiment devrait affronter. Sylvain Marcus, l'ingénieur structurel, a demandé qu'on suspende le coulage de la façade jusqu'à avoir une formule qui fonctionne. Ce n'était pas une suggestion. C'était un avertissement formel de l'ingénieur chargé de garantir que le bâtiment ne s'effondre pas. Ils ont continué quand même. 3 mois après le début de la construction de la façade, le fournisseur de béton ajustait encore le mélange. Testant, corrigeant. Sans avoir encore de formule définitive répondant aux 2 exigences, blancheur esthétique et résistance structurelle. Lorsque les premières fissures visibles sont apparues sur la façade, les ingénieurs ont proposé la solution technique standard. Un revêtement élastomère, une peinture épaisse, opaque, qui scelle contre l'eau et l'air. Harry Maclow, le promoteur principal, l'a refusé. Elle allait gâcher le blanc brut qu'il vendait dans les brochures comme le grand différenciateur visuel de la tour. Qu'ont-ils appliqué à la place? Du silicone transparent. Le même que Maclow utilisait sur son yacht personnel. Du silicone conçu pour des environnements marins stables, appliqué à une tour de 426 mètres, dans un climat qui passe de moins 10 degrés Celsius en hiver à 35 degrés Celsius en été, avec des cycles de gel et de dégel chaque année. Le béton ne descend pas comme un ascenseur. Il se dilate, il se contracte, il absorbe l'humidité. Il se fissure millimètre par millimètre, tandis que le silicone, conçu pour des étanchéités flexibles temporaires, se dégrade sous les rayons UV, le vent et les températures extrêmes. Éloignons le zoom de la façade. Le 432 Park Avenue cesse d'apparaître comme un problème esthétique pour devenir un catalogue de défaillances fonctionnelles. Depuis 2017, plus de 20 infiltrations d'eau documentées dans des unités résidentielles. Portes bloquées par déplacement différentiel des cadres. Vibrations si violentes les jours de vent fort que certains propriétaires ont déclaré ne pas pouvoir dormir. Un résident était resté coincé dans un ascenseur pendant plus d'1 heure lors d'un épisode venteux. Le conduit à ordures générait des bruits que le procès décrit comme une bombe. En septembre 2021, le conseil de copropriété a déposé le premier procès contre CIM Group et Maclow Properties. 250 millions de dollars de dommages réclamés. Le document juridique listait plus de 100 défauts, dont beaucoup qualifiés de problèmes de sécurité vitale. Mais le véritable catalogue est arrivé en avril 2025. Une étude d'ingénierie indépendante commandée par les propriétaires a documenté 1893 défauts structurels et de système, près de 400 de plus que ceux identifiés dans le premier procès. Fissures dans les murs de béton, infiltration dans les joints de dilatation, défaillance d'imperméabilisation des terrasses, corrosion prématurée sur des éléments métalliques exposés. Près de 70% de ces défauts se concentraient sur la façade et sur les connexions entre la structure de béton et les systèmes mécaniques. Ce n'est pas un bâtiment avec des problèmes ponctuels. C'est un système complet défaillant sur plusieurs couches simultanément. Si vous trouvez que ce type d'analyse vaut votre temps, ces défaillances au ralenti qui ne font pas la une jusqu'à ce que les procès arrivent aux tribunaux, pensez à vous abonner. Cette chaîne analyse un méga-projet américain à la fois. Le deuxième procès, déposé en avril 2025, a introduit un mot que le premier n'avait pas utilisé, fraude. Fraude délibérée et de grande envergure, selon le texte littéral du document de 46 pages. 165 millions de dollars de dommages directs, plus des dommages punitifs à déterminer. L'accusation centrale ne vise pas seulement les défauts physiques. Elle vise ce que les promoteurs ont dit sur ces défauts avant que les acheteurs ne signent. Chaque acheteur d'un condominium à New York reçoit un document appelé « plan d'offre ». C'est le contrat maître. Il définit ce que vous achetez, quelle garantie vous avez, quelle responsabilité assume le promoteur. Dans le cas du 432 Park Avenue, ce document incluait une section sur la façade en béton. La version originale du plan d'offre, distribuée aux premiers acheteurs, disait « Le béton préviendra l'infiltration d'eau. Will Prevent. Garantie explicite ». À un moment donné, alors que les unités se vendaient encore, cette phrase a changé. La version révisée du plan d'offre disait « Le béton et les fenêtres sont conçus pour prévenir l'infiltration ». Le procès allègue que ce changement a été effectué sans notifier les acheteurs qui avaient déjà signé des contrats basés sur la version originale, et que les acheteurs ultérieurs ont reçu un document qui ne promettait plus l'imperméabilité, mais seulement que le système avait été conçu dans cet objectif. Voici le vide juridique qui définit toute l'affaire. Il n'existe pas de précédent clair à New York sur la question de savoir si un promoteur peut modifier le plan d'offre après que certains acheteurs ont déjà signé, sans les en informer formellement. La loi exige de révéler les défauts matériels connus. Mais un changement de langage contractuel qui élimine une garantie, alors que le problème physique qui a motivé ce changement était déjà connu des ingénieurs, compte-t-il comme défaut matériel. Les données n'ont pas besoin d'être dans une loi pour finir devant un tribunal. Pour être juste, les ingénieurs externes qui ont examiné le bâtiment n'ont pas déclaré qu'il était structurellement dangereux pour y habiter. Steven Bongiorno,
ingénieur consulté par le New York Times en 2025, a déclaré que le bâtiment est soumis à un stress au-delà de ce pourquoi il a été conçu, mais n'a pas affirmé qu'il existe un risque imminent d'effondrement. Il a ajouté quelque chose de différent. Des morceaux de béton vont tomber et les fenêtres vont commencer à se détacher. Pas un effondrement, une chute de fragments. Dans un bâtiment de 426 mètres de hauteur, en plein cœur de Midtown Manhattan, où des milliers de personnes marchent sur Park Avenue tous les jours, la chute de fragments de béton depuis une hauteur élevée n'est pas un problème mineur. Il n'y a pas d'échafaudage permanent de protection sur le trottoir. Il n'y a pas de signalisation avertissant les piétons de marcher de l'autre côté de la rue. Le conseil de copropriété a engagé des ingénieurs indépendants qui ont estimé le coût de réparation structurelle complète à 160 millions de dollars. 3 ans de travaux, échafaudage extérieur complet, retrait sélectif de panneaux de façade, application de systèmes d'imperméabilisation réels, remplacement de joints de dilatation, réparation de fissures structurelles internes. Ajouté au coût de construction original de 1,3 milliard de dollars, le coût total cumulé pour avoir un bâtiment fonctionnellement sûr dépasse 1,460 milliard de dollars, sans compter les honoraires d'avocats, la perte de valeur de marché, ni les dommages déjà payés dans des accords privés non divulgués. Les marges sont adéquates pour l'instant. La préoccupation est à long terme. Des décennies de stress cyclique s'accumulant dans une structure qui montre déjà des défaillances dans sa première décennie de vie, dans une ville où les bâtiments emblématiques se mesurent en siècles, pas en années. On s'attendrait à ce que cette expérience ait freiné des projets similaires, mais ce ne fut pas le cas. En 2022, Maclow Properties et CIM Group ont annoncé un nouveau projet résidentiel de luxe, Central Park Tower. Même cabinet de promotion, même architecte Adrian Smith et Gordon Gill Architecture, connus pour concevoir des super tours élancées. Emplacement 217 West 57e Street, à moins de 2 pâtés de maison du 432 Park Avenue. Central Park Tower s'est achevé en 2020 et est devenu le bâtiment résidentiel le plus haut du monde par plafond habitable, 472 mètres. Rapport d'élancement de 1 à 24, encore plus élancé que le 432 Park. Maclow, dans une interview avec The Real Deal en 2021, a déclaré à propos du 432 Park Avenue: « Les acheteurs comprennent mieux le concept grâce à ce bâtiment. » Les chiffres du nouveau projet, 179 unités résidentielles. Penthouse, vendu pour 250 millions de dollars, record aux États-Unis à ce moment-là. Comprend un garage privé pour 12 voitures au 60e étage. Plus de 60 000 mètres cubes de béton coulés dans les fondations et le noyau structurel. Une dalle de fondation plus grande que celle du 432 Park sur le même schiste de Manhattan. Mais voici la question à laquelle personne dans les brochures de vente ne répond. Qui paie si cela se reproduit? Des études d'ingénierie géotechnique avertissent que le stress accumulé par la construction de supertours peut affecter les bâtiments adjacents dans un rayon allant jusqu'à 50 mètres. Une nouvelle tour ne bouge pas seulement seule. Elle génère des vibrations pendant la construction. Elle modifie les schémas de vent au niveau de la rue. Elle augmente la charge sur l'infrastructure souterraine partagée. Tunnels de métro, réseau d'eau, fondation des bâtiments voisins. Les associations de copropriétaires à New York fonctionnent avec des fonds de réserve pour l'entretien régulier. Mais cet entretien suppose une usure prévisible. Peinture, système, CVC, ascenseur. Il ne prévoit pas de réparation structurelle de 160 millions de dollars dans un bâtiment de moins de 15 ans. L'assurance couvre les effondrements soudains. Elle couvre les incendies. Elle couvre les dommages causés par les tempêtes. Mais l'affaissement différentiel lent, les fissures qui grandissent millimètre par millimètre pendant 20 ans, les infiltrations récurrentes qui ne sont pas des événements uniques, mais des symptômes d'un système défaillant, tout cela tombe dans une zone grise. Les assureurs peuvent arguer qu'il s'agit d'entretiens différés, pas de sinistres couverts. Qui assume ces coûts? Les procès visent les promoteurs. Les promoteurs nient leurs responsabilités et pointent les entrepreneurs. Les entrepreneurs pointent les ingénieurs. Les ingénieurs pointent en retour le plan d'offre qui a changé les garanties. Pendant ce temps, les propriétaires qui ont payé 95 millions de dollars pour un appartement font face à des frais d'entretien qui peuvent doubler si le conseil de copropriété décide d'effectuer les réparations complètes sans attendre le résultat de litiges qui peuvent durer une décennie. La vraie question n'a jamais été de savoir si le 432 Park Avenue est sûr pour y dormir ce soir. Il l'est presque certainement. Les systèmes d'alarme fonctionnent, les ascenseurs ont des freins d'urgence. Le noyau de béton continue de soutenir les 104 étages habitables. Le dilemme est de savoir à quoi il ressemblera dans 30 ans, tandis que les fissures s'étendent, que le béton reste exposé sans protection réelle et que les cycles de température continuent de dégrader un matériau qui a été choisi pour sa couleur, pas pour sa résistance. Celui qui ne subira pas le choc, c'est Harry Maclow, qui a vendu pour 3 000 $, d'unités
et s'est tourné vers le projet suivant 2 pâtés de maisons plus au nord. Ceux qui le subiront, ce sont les gens qui ont acheté des appartements lorsque la tour était déjà achevée, lorsque les brochures ne circulaient plus et que le bureau de vente avait fermé. Lorsque le seul document disponible était un plan d'offres révisé qui ne garantissait plus rien. À Manhattan, le marketing arrive toujours en premier. Les fissures révèlent la vérité après. Il y a des centaines de bâtiments comme celui-ci en construction, en ce moment même. Des tours qui promettent de l'impossible. Des promoteurs qui vendent des garanties qui se transforment ensuite en intentions. Des acheteurs qui signent des contrats sans savoir que les mots ont déjà changé. Si vous voulez savoir ce qui est en train de faillir avant que cela ne fasse les gros titres, cette chaîne existe pour ça. Abonnez-vous. Chaque semaine, un méga projet américain. Chaque semaine, les documents que personne d'autre ne lit. Parce qu'aux États-Unis, on construit vite. Les conséquences arrivent après. On se retrouve dans la prochaine analyse.